En ce 11 juin 1995, Jean Alesi remporte enfin son premier Grand Prix de Formule 1. Âgé de 31 ans, l'un des cadors des Grands Prix entre dans le cercle fermé des vainqueurs. Un accomplissement mérité pour ce pilote trop souvent sous-estimé. Jean Alesi, c'est la passion. Un pilote authentique, rapide, agressif, au cœur rouge Ferrari. Sur fond de V12, il faisait lever les foules. Alesi, c'est un nom historique pour le sport automobile. Et tout commence le 11 juin 1964 dans le Vaucluse, à Avignon. Giovanni Roberto Alesi, né de deux parents d'origine sicilienne. Fils de carrossier, il baigne dans le milieu de l'automobile depuis son plus jeune âge, et ça devient très vite sa passion. Au début, ce qui l'intéresse, c'est le rallye. Son père dispute d'ailleurs quelques épreuves en tant qu'amateur. Et c'est à l'âge de 16 ans que Jean passe derrière le volant, via le karting. Direction les circuits. Il faut dire que dans les années 60, c'était un petit peu le creux de la vague pour la France en sport automobile. Peu de représentants. Joe Schlesser était devenu le porte-étendard, mais a malheureusement disparu en 68 à Rouen. En revanche, dans les années 70, les tricolores revenaient en force avec François Sever en tête d'affiche, sans oublier Matra chez les constructeurs, qui prenait le titre en 69. Quant à Sever, il remportait même un Grand Prix et marquait le retour aux affaires. Les Pescarolo ou Beltoise seront de dignes représentants, en F1 ou en endurance, puis viendront la génération de Paillet, Lafitte, Jabouille ou Arnoux, Pironi et Prost. De belles inspirations pour Jean Alesi, qui découvre donc le pilotage au début des années 80. En kart, il remporte sa ligue en 1982 et il passe très vite en automobile, via la Coupe Renault 5. Une belle entrée en matière, déjà éprouvée par d'autres pilotes français. Bon, il faut dire qu'on a très peu de traces sur sa saison de 1983 en Renault 5, mais en 84, il passe en monoplace via la Formule Renault. Sa progression au sein des formules d'accession va être studieuse et propre. En Formule Renault française, il apprend et se fait la main avant de passer en F3 tricolore en 86. Et là, il explose. Deuxième de sa première course à Nogaro, il joue les troubles fêtes avant de décrocher la victoire, sa première à Albi. Il récidive au Bugatti au Mans et termine vice-champion. Dans cette saison, celui qui a dominé, c'est Yannick Dalmas, mais Jean est meilleur des autres. Mais il y a un détail important, car en 1986, Jean roulait un petit peu par lui-même. Il n'avait pas de structure autour, contrairement à Dalmas qui roulait pour Oreca, l'une des références. Mais Jean a tapé dans l'œil de Hugues de Chaunac et il rejoint son équipe en 87. Et là, avec la meilleure équipe, il écrase le championnat. Vainqueur des 7 des 13 rendez-vous de la saison, notamment à Pau, l'Avignonnais décroche le titre de champion de France devant Éric Bernard. Emballé, pesé. La suite logique est donc la F3000, l'antichambre de la F1. Il s'en rapproche doucement, mais il reste encore à cette étape cruciale. Malheureusement, Oreca n'a pas le meilleur matériel, le meilleur châssis est le Reynard, et il commence avec le March. Avant de changer en cours de championnat, mais les meilleurs avaient pris le large, et la saison est dominée par Roberto Moreno. Alesi n'est qu'un outsider, mais au moins, il domine son équipier Raffanel, prenant même son premier podium à Pau, deuxième. Il y a donc de la déception au terme de cette saison. Alors, Jean décide de quitter Oreca et en fin d'année, avec sa propre structure, il retrouve le Grand Prix de Macao en F3. Deuxième de la course qualificative, il mène le Grand Prix le lendemain, mais en toute fin de course, dans les derniers mètres, un de ses pneus se délamine. Mais il s'accroche et il va jusqu'au bout, voilà qui plaît à Eddie Jordan qui le prend dans son équipe pour 1989. Le Français fait donc la rencontre de l'Irlandais qui va être un personnage très important de sa carrière, puisqu'il va devenir son manager, du moins pendant un temps. Après un an dans l'anonymat, Alesi doit absolument performer et dès la troisième course de la saison, dans les rues de Pau, Jean d'Avignon décroche la victoire, sa première dans la catégorie. Dominant son équipier Donnelly, il devient l'une des figures de la F3000 et en juillet, une opportunité délirante s'offre à lui, la Formule 1.
Formule 1, le duel Senna-Prost captive toute l'attention, mais derrière, d'autres histoires s'écrivent. Parti de chez Ferrari, Michele Alboreto a retrouvé Tyrrell, l'écurie de ses débuts. Et en soi, ça se passe bien. La 018 est une voiture de milieu de grille, et l'Italien a même pris un podium au Mexique. Sauf que durant l'année, Ken Tyrrell signe un partenariat avec le cigarettier Camel. Et là, ça coince. Michele est un pilote Marlboro, il a donc compris que sa place était menacée. Et effectivement, en amont du Grand Prix de France, les deux parties se séparent. Ken doit donc trouver un remplaçant le temps de la course au Paul Ricard et jette son dévolu sur Jean Alesi, pilote Jordan, écurie sponsorisée par le dromadaire. À 25 ans, le timide Avignonnais découvre les paddocks de Grand Prix et va débuter chez lui dans le sud de la France. Auprès des observateurs les plus avisés, le Français s'est construit une belle réputation. Pilote rapide et agressif, certains lui prédisent un avenir radieux. Mais pour le grand public, c'est un inconnu. Ouais, mais il va se présenter de la meilleure des façons. La F1, c'est un gros step, et Jean doit vite trouver ses marques sur un circuit qu'il connaît par cœur. Mais en qualif, c'est un peu délicat. Gêné par le trafic, il n'est que 16e. Son équipier, Jonathan Palmer, est 9e. Mais le dimanche, le plus important est au départ. Le Grand Prix de France est marqué par un carambolage. Jean, lui, l'évite sagement en passant par le bac. Le drapeau rouge est présenté et le deuxième départ se passe bien mieux. Alesi est 10e au terme de ce premier tour et va remonter durant toute la course. Il a du rythme et se fait remarquer. 6e au 29e passage, 4e au 32e et 2e derrière Prost pendant 4 tours avant de s'arrêter au stand. Jean Alesi, 25 ans, premier Grand Prix de Formule 1. Ce garçon qui vient d'Avignon et il est deuxième du Grand Prix de France derrière un certain Alain Prost. Alesi étonne et tient bon pour prendre la 4e place de son tout premier Grand Prix de Formule 1. Le matin, personne ne le connaissait et là, après la course, tout le monde parle de lui. Il a saisi sa chance, on lui a montré la porte, il a enfoncé. Et là, tout va très vite. Ken lui donne rendez-vous dès le lendemain à son bureau en Angleterre pour signer un contrat de 2 saisons. Jean Alesi est maintenant pilote de Formule 1 et il remercie Eddie Jordan. Ouais, mais non, Eddie le rattrape par le col et lui dit « Mon gars, tu as quand même terminé la saison de F3000 ». Heureusement qu'à l'époque, la F3000 n'était pas sur le même agenda que la Formule 1, même s'il y avait parfois des clashs de dates. Dans ces cas-là, il laissait sa Tyrrell à Johnny Herbert. Et en soi, il fait bien de poursuivre en F3000, car il continue de prendre de l'expérience. Deuxième à Brands Hatch, il s'impose à Birmingham et à Spa, avant de finir 6e au Bugatti. Un point qui lui permet de s'assurer du titre, et donc, à Dijon, il fait l'impasse sur la course pour se concentrer dorénavant sur la F1. Un bel accomplissement. Malgré ce double programme, il faut dire qu'il s'en sort pas mal. En F1, si Silverstone est à oublier, il retrouve les points à Monza. Déjà chéri par les tifosi dû à ses origines, il leur offre une belle 5e place. Absent à Estoril pour prendre le titre en F3000, il revient pour de bon à Jerez, où il réalise une course absolument étonnante encore une fois. Parti 9e, il remonte et se défait de Patrese en fin de course pour reprendre la 4e position. Prochaine étape, le podium, et il faut dire que ça va arriver assez vite. La tournée aux antipodes est à oublier, on retrouve Jean Alesi pour la saison 1990, toujours chez Tyrrell. Et comme s'il n'avait pas assez tapé dans l'œil du public, il réalise une course absolument dingue à Phoenix. Parti 4e, il prend la tête au départ et mène le Grand Prix pendant 34 tours. Et surtout, il se frotte sans complexe à Ayrton Senna et nous offre une passe d'armes historique avec le Brésilien. S'inclinant logiquement face à la McLaren, Alesi tient sa 2e position et décroche son tout premier podium. Et un podium avec la manière. En grand combatif, il devient la future star de la F1. Tout le monde vante ses mérites, Senna se dit même admiratif et le compare à Gilles Villeneuve. 3 grands prix plus tard, Jean Alesi découvre les rues de Monaco. Circuit ô combien exigeant et ses premiers tours de roue sont très éprouvants. Il regagne les stands complètement essoufflé. Mais il prend tout de même ses marques et nous gratifie de quelques images splendides. Dansant avec sa Tyrrell, un contrôle de voiture étonnant qui trahit une grosse attaque. Oui, Gilles Villeneuve est une juste comparaison. Qualifié 3e, l'Avignonnais est adoubé par les plus grands. Senna, déjà, mais encore Juan Manuel Fangio ou Jackie Stewart. Ouais, pas mal. Le lendemain, Alesi confirme, si Senna domine,
Jean tient l'autre McLaren de Berger derrière et s'offre un nouveau podium, qui plus est, en principauté. Après un tel début de carrière, le Français est l'un des pilotes avec la plus grosse cote. Bien qu'il ait un contrat avec Tyrrell pour 91, il semble bien improbable de le voir poursuivre chez l'oncle Ken. Beaucoup d'écuries s'intéressent à lui. Jean a tout de même une affection particulière pour le cheval cabré, et effectivement, Ferrari s'intéresse bien aux Français. Mais sinon, il y a Williams-Renault. Franck veut l'Avignonnet, et les démarches avancent bien, et les deux parties signent même un pré-contrat. Sauf que si Franck pouvait avoir Senna plutôt qu'Alesi, il dirait pas non. Alors, l'Anglais fait poireauter le Français en espérant s'offrir les services du Brésilien. Et ça dure des mois. Le contrat de Jean Alesi est un vrai feuilleton, et ça le perturbe. Déjà, sa Tyrrell n'est plus aussi performante, et sa saison est un petit peu brouillonne après Monaco. Le principal problème pour moi, c'est de finir la saison correctement avec elle, parce qu'il reste quand même 8 courses, et quelques courses pour moi vont être très importantes, comme la Hongrie-Jerez. La première des clauses qui a écrit sur le contrat, c'est d'être confidentiel. Donc de répondre clairement à ces questions, c'est pas possible. Ça traîne, la fin de championnat approche et Jean Alesi n'a toujours pas de volant. Il attend Williams, mais en parallèle, il se fait draguer par Ferrari. Sportivement, c'est moins intéressant que l'écurie de Didcot, mais ça reste une option tout de même intéressante. Surtout que le cœur de Jean est rouge. Puis, voyant que Williams ne le signe toujours pas, le Français va écouter les conseils de Nelson Piquet, qui lui dit de prendre les choses en main et de ne plus attendre. Alors, après des mois de spéculation, Alesi signe chez Ferrari pour 1991 aux côtés d'Alain Prost. I feel very well because it was a very hard job. We found a solution with Ferrari, and now I'm very happy to have this contract for next year. But I still very concentrate on my drive with Tyrrell because I have 4 races to finish, and I want to finish very well because I have the possibility to finish well. Ce feuilleton a tout de même fait mal à Alesi. Mal conseillé, pris dans une tourmente très tôt dans sa carrière. Peut-être a-t-il été trop naïf, ou alors peut-être qu'il a manqué de fermeté face à Williams. Mais c'est fait, et si Franck peine à accepter d'avoir perdu à son propre jeu, Jean Alesi va donc devenir pilote Ferrari. C'est un rêve qui se réalise pour l'Avignonnet, qui va rejoindre Alain Prost. Jean boucle donc ses derniers Grands Prix avec Tyrrell, et à Jerez, il part 4ème avec l'espoir de retrouver les points. Malheureusement, Gerhard Berger sort trop les coudes et les deux pilotes s'accrochent. À Suzuka, des douleurs au dos l'obligent à déclarer forfait, sa seule non-participation en carrière. Et enfin, à Adélaïde, il termine 8ème pour clore le chapitre Tyrrell. Direction Ferrari. En 1990, la Scuderia réalisait une saison absolument dingue. Avec Alain Prost, le cheval cabré jouait le titre mondial, mais de mauvaises décisions en interne, annonciatrices d'une crise sans précédent à Maranello, a eu raison des espoirs de sacre. Et en 1991, ça va être l'explosion. Mais ça, Jean n'y peut rien. Le 15 novembre 1990, il pilote pour la première fois une Ferrari. Un rêve pour le Français. Avec Alain Prost, on pouvait s'attendre à quelques étincelles. Deux pilotes au caractère bien différents, et pourtant, ils vont très bien s'entendre. Le professeur et son élève qui vont se lier d'amitié au milieu d'un incendie. Bref, en 91, la Scuderia implose. Des luttes d'influence, des guéguerres internes qui sabordent les chances de Ferrari. Très vite, les rouges s'enfoncent et au milieu de la tempête, Alain Prost sera finalement limogé en fin de saison. Jean, lui, se tient à l'écart. Il fait profil bas et tente de faire sa place à Maranello. Et surtout, dès qu'il prend le volant, il donne tout, faisant rugir son V12. Le truc, c'est que ce même V12 n'est pas en très grande forme. Il manque de performance et de fiabilité. Le nouveau châssis est bon, mais pas le moulin. Et vu que Ferrari est sourde sur les critiques de son moteur, il faut faire avec. Jean réalise tout de même quelques belles performances. Dans les points au Brésil, il s'illustre de nouveau entre les rails de Monaco et prend son premier podium en rouge. Il récidive en Allemagne avec une nouvelle 3ème place, derrière les deux Williams-Renault. Sportivement, l'écurie de Franck était le meilleur choix, aucun doute là-dessus. Mais Jean ne regrette pas sa décision.
Si 91 est une saison très perturbée par les querelles internes, où il peine à trouver son aise et sa place, il y a quand même du positif, et il prend un nouveau podium à Estoril. Et après le limogeage de Prost, il devient aussitôt le leader de la Scuderia. Au terme de sa première saison en rouge, Jean est classé 7ème, Prost 5ème. Un écart logique et honorable, car on rappelle que l'Avignonnais ne disputait que sa 2e saison complète en Formule 1. Puis avec un tel environnement, difficile de faire mieux. Cela dit, on espère un retour vers l'avant en 92, et en tant que leader, il récupère la voiture numéro 27, ce qui renforce la comparaison avec Gilles Villeneuve. Et Jean est toujours de sa trempe, n'en doutez pas. En 92, Ferrari connaît l'une des pires saisons de son histoire. La voiture est nulle, moteur et châssis. C'est terriblement difficile, mais l'Avignonnais compense en donnant tout derrière le volant. Et pour ceux qui se demandent bêtement pourquoi il ne gagnait pas dans ces années-là, regardez seulement les écarts en qualif, surtout par rapport aux intouchables Williams-Renault. Alors parfois, sa hargne va un peu trop loin et il commet des erreurs, mais c'est à ce prix qu'il porte Ferrari et écrase son équipier Capelli, nous offrant encore quelques images absolument dingues. Mais c'est au volant de cette très imprévisible F92A que Jean réalise une nouvelle prouesse. À Barcelone, la course est noyée sous le déluge et le Français va se révéler dans ces conditions. Sous la pluie, Alesi fait partie des tout meilleurs. Parti 8ème, il émerge en 3ème place après le premier tour. Malgré la difficulté de l'exercice, il tient bon et prend son premier podium de l'année, rappelant à tout le monde son talent. Le 2e a lieu au Canada, sur le circuit Gilles Villeneuve, tout un symbole. Puis, à Monza, il réalise sa plus belle qualification de l'année, malgré sa mauvaise voiture. Galvanisé par l'amour des tifosi, il prend la 3ème position, mais très tôt dans la course, sa mécanique le lâche. Ouais, habituez-vous. Bref, la saison 1992 était un calvaire, et pour s'excuser d'avoir fait une si mauvaise voiture, Ferrari lui en offre un exemplaire. Malgré tout, malgré les difficultés sportives, Alesi savoure son passage en rouge. Dans un garage qui transpire la passion, Jean trouve la motivation nécessaire pour continuer d'attaquer. S'il a dominé Capelli en 92, il accueille le rugueux Gerhard Berger en 93. À quelques reprises, les deux pilotes ont croisé le fer et ça ne s'est pas toujours très bien terminé. On s'attend encore à des étincelles entre les deux pilotes. De plus, l'Autrichien sera une belle référence pour le Français. Malheureusement, la saison 93 se présente mal dans la continuité de 92. Le début de saison est raté. L'électronique devient le nerf de la guerre, mais Ferrari se foire complètement. Sa suspension active est la cause de beaucoup trop d'abandons, et Jean connaît 4 DNF lors des 5 premières courses. Le calvaire continue, mais à Monaco, circuit de pilote, il se place en embuscade et obtient un podium au terme du Grand Prix, avant que son moteur ne le lâche lors des 2 courses suivantes. Et ce n'est pas parce qu'Alesi tirait comme un con sur la mécanique et qu'elle cassait, non, c'est vraiment qu'à cette époque-là, le moteur Ferrari, il était vraiment pas terrible. On fera une comparaison après, vous allez voir. Bref, en 1993, il y a tout de même un espoir pour Alesi et la Scuderia. Un espoir qui s'appelle Jean Todt. L'homme qui a conduit Peugeot au sommet débarque à Maranello au cœur de l'été. Recruté par le grand patron Luca Di Montezemolo, le Francese a carte blanche pour restructurer et redresser Ferrari. Immédiatement, il confirme les 2 pilotes pour 1994. Voilà qui allège les pensées d'Alesi, soucieux quant à son avenir. Une prolongation logique et les premiers effets Todt sont rapidement visibles. Mieux organisée, la Scuderia devient plus performante, tout comme la F93. En deuxième partie de saison, Alesi retrouve la lumière. On avait tendance à trop facilement l'oublier depuis 91. À Spa, il arrache une magnifique 4ème place en qualif, mais le lendemain, il sent que sa suspension s'affaisse dans le raidillon. Pas de quoi rassurer, pas du tout même, et c'est ce qui provoque son abandon en début de course. Chose que les tifosi ont du mal à accepter, mais bon, ce ne sont pas eux qui prennent les risques. Mais de toute façon, Jean va se faire pardonner à Monza, course suivante. Toujours rapide au temple de la vitesse, il fait parler la poudre en qualification avec le 3e temps. Le lendemain, il fait une course propre et intelligente. Il ne résiste pas outre mesure à Schumacher et tombe 4ème. Par chance, l'Allemand abandonne sur casse moteur et en fin d'épreuve, c'est Prost qui subit le même sort. Jean Alesi termine donc 2ème du Grand Prix d'Italie et goûte à l'ivresse d'un podium en rouge à Monza, acclamé comme s'il avait remporté la course. We are in Italy. I'm very pleased for all my team.
Et pourtant, la veille, il s'est passé un moment chaud. Alors qu'il venait de prendre le 3e temps sous le drapeau à damier, Alesi ralentissait pour saluer le public. Derrière, son équipier Berger n'avait pas vu le drapeau et a continué à pleine vitesse. L'Autrichien remontait donc comme une balle sur le Français à l'approche d'Ascari et les deux pilotes ne se sont pas compris, conduisant à une sortie de piste très impressionnante de Gerhardt. Jean, depuis son cockpit, était terrifié, regagnant le stand blanc comme un linge. Heureusement, rien de grave pour Berger, et cet événement nous permet de mieux connaître la relation entre les deux pilotes. On craignait le pire, mais en fait, Gerhardt et Jean s'entendent à merveille et ont noué une sincère amitié. Bref, en 93, il y a des signaux encourageants. Ferrari va mieux, mais ça reste la 4e force derrière les intouchables Williams et Benetton, luttant contre McLaren. Au Portugal, Jean s'illustre une nouvelle fois. Auteur d'un superbe départ, menant les premiers tours de course, il a dû s'incliner face aux voitures plus rapides, terminant 4e. Mais en 93, il s'est bien remis en valeur et termine 6e du championnat, devant Berger. Dès lors, c'est la quête de la première victoire. Quitter la Scuderia sans jamais gagner, c'est une hantise pour Jean Alesi qui entame donc sa 4e saison en rouge. Sans Prost, il fait maintenant office de leader du clan tricolore et il compte bien lui succéder dans la liste de vainqueurs chez Ferrari. Et en soi, en 94, Alesi passe bel et bien un cap. Dès la manche d'ouverture au Brésil, Jean Alesi prend le podium. Mais d'emblée, il y a un coup d'arrêt. En essai, au Mugello, Jean Alesi sort violemment de la piste à près de 250 km/h. Un choc important et il se plaint de douleurs au cervical. Alors, le médecin du circuit l'ausculte et lui dit que tout va bien. Mais les maux de tête persistent et sur conseil d'Alain Prost, Alesi va voir le professeur Saillant. Verdict, fêlure de 3 vertèbres. C'est grave parce que s'il avait pris un nouveau choc, il aurait pu être paralysé. Donc le verdict du premier médecin n'était pas bon du tout. D'ailleurs, il s'est fait virer. Bilan, il manque les Grands Prix du Pacifique à Aida et de Saint-Marin à Imola. De retour aux affaires à Monaco, Jean retrouve les points et au Canada, il retrouve toute sa superbe. En qualification, les Ferrari sont très rapides et Jean fait parler la poudre. Chouchou du public, il prend la pole provisoire, mais le samedi, il est battu par Schumacher pour moins d'1 dixième. De quoi alimenter les espoirs de victoire. Tenant le rythme le lendemain, il cède finalement face à Damon Hill, mais retrouve bien le podium. Dans cette saison 1994, les deux pilotes Ferrari sont plutôt équivalents, pas homogènes, surtout au début. Ouais, Berger et Alesi n'ont pas du tout les mêmes styles de pilotage. Jean aime un avant incisif, préfère le survirage, quand Gerhardt est plutôt à l'opposé. Voilà pourquoi, d'un Grand Prix à l'autre, en fonction des tracés, l'un prenait l'ascendant sur l'autre. En France, justement, l'évolution de la Ferrari voit le jour et cette dernière convient davantage à l'Autrichien. Jean souffre, mais donne tout devant son public. Malheureusement, il part à la faute durant la course, sa première erreur de la saison. Il se fait pardonner à Silverstone en terminant 3e derrière Hill et Schumacher. Donc 2e sur tapis vert. Bientôt 1994 la bascule. Puis vient l'Allemagne. Au fil de la saison 94, on s'est aperçu que sur les circuits rapides, Ferrari avait une vraie chance de gagner. Leur V12 est bon, il a bien progressé depuis 91 et la réintroduction des ravitaillements atténue les défauts quant à sa consommation. C'est pourquoi cette règle a été grandement soutenue par Ferrari. Hockenheim est un tracé ultra rapide, mais ce week-end-là, c'est Berger qui a l'avantage. L'Autrichien est intenable et prend la pole position. Alesi lui emboîte le pas. En soi, il n'est pas si loin que ça et peut espérer la victoire le dimanche. En tout cas, c'est sa plus belle occasion depuis le début de sa carrière. Mais dès le début de la course, la malchance le frappe. Problème électrique et il ne fait que quelques mètres. Il ne peut défendre ses chances, mais il reste présent auprès de son équipe pour voir son équipier ramener la victoire à Maranello. Jean fait contre mauvaise fortune bon cœur et félicite Ferrari. Il espère connaître son jour de gloire très prochainement. Jean Alesi, Jean Todt. Quel moment d'émotion. Ah oui, une grosse émotion, il s'étreigne évidemment, tous les techniciens de la Scuderia. Jean. Oui, Jean. Eh oui, il est heureux, il embrasse tout le monde, c'est formidable. Jean, Ferrari est revenu au premier plan et votre jour viendra bientôt. J'espère, mais bon, aujourd'hui c'est le jour de Ferrari, c'est ce qui est le plus important. On est tous très heureux, très émus. Et puis, il y a de quoi. Formidable, bravo Jean Alesi. Pourquoi pas à Monza? Toujours performant devant les tifosi, c'est effectivement une belle opportunité.
Ultra motivé, Alesi domine les qualifications et prend la première pole position de sa carrière. Le lendemain, Jean a rendez-vous avec l'histoire. C'est pour lui, et il prend un bon départ. Sur une stratégie différente, plus agressive, il s'envole. Plus rapide que tout le monde, sa première victoire se dessine, mais lors de son premier passage au stand, la malchance le frappe à nouveau. Sa boîte de vitesse ne répond plus. C'est terminé, brutalement. Terrible désillusion. Son panache n'est toujours pas récompensé. Il donne tout depuis 4 ans au sein de la Scuderia, sans se plaindre. Mais ça ne veut pas lui sourire. Monza 1994, c'est une grande déception pour Jean Alesi. Une très mauvaise passe, car au tour, ce n'est guère meilleur. À Budapest, s'il s'était complètement raté en qualif, il a fait preuve d'une abnégation remarquable en course, remontant de la 15e place jusqu'à jouer le podium. Mais sa boîte a fini par lâcher. À Spa, il partait 5e et il avait du rythme. 2e à la fin du premier tour, un problème de pression d'air l'a contraint à l'abandon durant le 3e. Maintenant Monza, puis contact avec un retardataire à Estoril, alors qu'il luttait encore pour le podium. Une très mauvaise passe et Jean est au fond du trou. Seul point positif dans cette deuxième partie de saison 94, sa chevauchée fantastique de Suzuka. Sous le déluge, Alesi a encore répondu présent et a lutté roue contre roue face à Mansell pendant 30 tours. 30 tours de funambule, digne des plus grands. Le talent, il l'a. L'opportunité, trop souvent gâchée par la mécanique. Si un pilote mérite de triompher, c'est lui. Mais après une saison 1994 éprouvante, Jean Alesi accueille avec soulagement la trêve hivernale et il revient en 95 gonflé à bloc. Pour 1995, le design de son casque évolue légèrement, y ajoutons des gouttes sur la partie bleue du dessus. D'ailleurs, le design avec les bandes rouges et noires est un hommage à Elio De Angelis. Bref, en amont de la saison 1995, Jean est remonté à bloc et il le dit, cette saison sera la sienne. Peut-être qu'il en fait un peu trop, mais bon, c'est vrai qu'en 95, c'est un Jean Alesi plus mature qui débarque. Si le Brésil est un petit peu difficile, il y a de l'espoir. Dès les essais hivernaux, il déclarait que la 412 T2 était une bonne voiture, la meilleure qu'il ait pilotée, et au fil de la saison, elle va progresser. Bon, les Benetton Renault et Williams Renault restent devant, assez largement en fonction des pistes, mais Alesi vient souvent perturber Schumacher et Hill. À Buenos Aires, il remonte à la 6e place, menace Damon en tête et tient Schumacher derrière. Il finit 2e. Puis, sur le nouvel Imola, la Williams est hors de portée, mais le meilleur des autres, c'est Jean, 2e. 2 courses référence à la suite. Mais la mécanique entrave sa bonne marche en Espagne. Casse moteur alors qu'il était 2e, puis à Monaco, il tombe mal sur un retardataire. Piégé, il ne peut rien faire, et c'est l'abandon. C'est ainsi qu'on arrive au Canada. Sur le circuit Gilles Villeneuve, l'Avignonnais reçoit toujours autant de soutien, et en qualif, il prend la 5e place. Il pouvait mieux faire, mais bon, le lendemain, le jour de ses 31 ans, il se passe quelque chose. Prenant un bon envol, il gagne 2 places dans le 2e tour, dépassant son équipier et profitant de la sortie de Coulthard. Il est maintenant 3e et il chasse Damon Hill. Et au 17e tour, à l'épingle, il double l'anglais. Le voici 2e, mais Schumacher est trop rapide. On se dirige vers une nouvelle 2e place pour le pool leader de la F1, mais en fin de course, la Benetton connaît un souci de sélection de vitesse. Passage au stand imprévu et Alesi récupère la tête. Pendant 11 tours, on tremble, de peur de voir sa mécanique s'arrêter une nouvelle fois. Si sa prestation d'Argentine ou d'Imola était peut-être un poil meilleure, celle du Canada n'est pas en reste, et pour la première fois de sa carrière, Jean Alesi entame le dernier tour en tête. Voilà, dernier tour pour Jean. 4 km et 430 mètres pour Alesi. C'est la distance qui le sépare du bonheur. Pierre Van Vliet. Qu'il est long ce tour, couvert par les cris d'un public acquis à sa cause. Par son style de pilotage généreux et par sa Ferrari au numéro 27, il rappelle le petit prince de la F1. But when I passed for the pit lane, I see P1, I cry. But I had 8 or 10 laps to do again, you know. And you know, with the tears in the eye, it's not comfortable to drive. You know, I finished 17 times second. I don't know how many times third. So I really enjoyed this race as a world championship. I really took it as a world championship. Mesdames, messieurs, nous vivons un moment historique.
Un autre pilote français va gagner un Grand Prix pour succéder à notre ami Alain Prost ici à nos côtés. Et voilà, c'est Jean Alesi, fait. bravo. Le voici qui gagne. Voilà, le V12 a retourné ici au passage le long du mur des stands. C'est l'euphorie chez les supporters et dans le clan Alesi. Il l'a fait, enfin. Seuls 2 pilotes sont imposés le jour de leur anniversaire, Hunt en 76 et lui. Il s'offre un beau cadeau, mais comme un symbole, sa Ferrari s'arrête dans le tour d'honneur. Tombé en panne sèche, il est récupéré par Michael Schumacher. Une victoire qui vient récompenser toute son abnégation et sa progression depuis quelques mois. Honestly, I feel fantastic, but it was very difficult for me because I really wait a lot of time to get this first win. I was in the past sometimes close, sometimes in a good position at the start, but never this victory. I really want to thank all my real fans, all my teams, because I really had a great moment in Ferrari, bad moment, and now to have this victory with Ferrari is something unbelievable. À partir de 1995, nous sommes dans le prime de Jean Alesi. Durant cette saison, l'Avignonnais s'est affirmé comme l'un des meilleurs de la grille. Je pense qu'il est le 2e meilleur pilote de la saison après Schumacher. Oui, en 95, il est tout le temps là et ne fait pas d'erreur, n'en déplaise à sa fausse réputation. Pourquoi ne gagne-t-il pas plus alors? Argument souvent mis en avant par ses détracteurs. Regardez les écarts en qualification et vous comprendrez que si la Ferrari était une bonne voiture, les Williams et Benetton étaient nettement au-dessus, sachant que le moteur Renault était plus fiable. C'était une autre époque. Après le Canada, l'avenir de Jean se dessine. Ferrari cherche à recruter Schumacher et Alesi ne veut pas être son porteur d'eau. Malgré son excellent début de saison, il est sur la sellette, mais nul doute qu'il trouvera un bon point de chute. Si Manicourt est assez moyen, il fait un récital à Silverstone avec un départ canon. Mais après l'accrochage Hill-Schumacher, c'est Herbert qui lui grille la politesse. S'ensuit une série d'abandons bien regrettables. Casse-moteur en Allemagne, bougie en Hongrie et suspension encore en Belgique. Pas verni, il débarque à Monza revanchard. Il veut s'imposer ici. Alors qu'il vient de signer un contrat de 2 ans avec Benetton, Jean Alesi reçoit plus que jamais le témoignage d'amour des tifosi. Monza, c'est chez lui, il est totalement adopté par les supporters. Contrairement à 94, Jean manque un peu sa qualif, mais en course, il a beaucoup de rythme et il remonte. Jusqu'à prendre les commandes à une vingtaine de tours de l'arrivée, juste devant Berger. C'est alors qu'une scène improbable se produit, quand au 33e tour, la caméra arrière du Français se détache et vient briser la suspension de Gerhardt. Abandon pour l'Autrichien, mais Alesi est toujours en tête. Schumacher a abandonné, les Williams ont abandonné, et ils mènent par 8 secondes sur Herbert. Il reste moins de 10 tours quand soudain, quelque chose casse à l'arrière droit. Une panne rare, un roulement de roue grippé, encore une désillusion à Monza. Une nouvelle fois, il est dévasté. Mais contrairement à 94, ils ne se morfont pas. En fin de saison, il réalise 2 excellentes prestations. Au Nürburgring, pour le Grand Prix d'Europe, la pluie joue un rôle important. La météo change et Alesi s'adapte parfaitement. Il mène le Grand Prix pendant plus de 50 tours et compte 40 secondes d'avance sur Schumacher. Mais si Alesi était impressionnant dans cette course, le meilleur, c'était l'Allemand qui, au prix d'une stratégie osée et d'un pilotage au millimètre, est parvenu à combler son retard et à dépasser le Français dans les dernières boucles. Une passe d'armes mémorable. Par contre, 2 Grands Prix plus tard au Japon, le meilleur, c'est Jean Alesi. Une performance qui a fait l'objet d'une vidéo. Déjà, en qualification, il fait un tour magistral pour prendre la 2e place sur un circuit, en théorie, pas favorable à sa Ferrari. Mais le lendemain, il vole le départ. Au final, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Il purge son stop and go et repart le couteau entre les dents. Et là, la leçon débute. En parfaite maîtrise de sa voiture, il fait très rapidement un choix fort. Il rentre au stand avant tout le monde pour chausser des slicks. Et là, il réalise les plus beaux tours de sa vie. Il est au-dessus du lot et fait passer Damon Hill pour un débutant.
Un état de grâce, et Jean a déjà Schumacher en joue, malgré son stop and go de 10 secondes. Il tourne 3 secondes au tour plus vite que l'Allemand. Une prestation digne des plus grands, mais au 21e tour, tout s'arrête. Une course à son image. Brillant derrière le volant, mais terriblement malchanceux. Mais une performance saluée par les pilotes les plus respectés. Mais quelle démonstration, dommage pour vous Jean Alesi. Vous nous avez donné un spectacle absolument éblouissant. Vous avez été le seul à rivaliser avec Michael Schumacher. Voilà, il reste quoi qu'il advienne un seigneur, ce Jean Alesi, aussi bien dans les dépassements, quand il est dépassé, que dans son comportement en course. Pierre Van Vliet. Malheureusement, pour sa dernière sortie avec Ferrari à Adélaïde, ça se passe mal car il s'accroche avec Schumacher et abandonne. Le seul accident dont il est responsable en 95. Dans cette saison, il a prouvé faire partie des meilleurs. Avec sa Ferrari, il était étincelant. Il a passé un cap et naturellement, il nourrit de gros espoirs pour 96 en rejoignant Benetton, l'écurie championne du monde, déclarant viser le titre. Actually, it's very interesting because when you are doing Formula One, like I was doing 5 years in the same team, to change and to go to the team world champion it's fantastic, but you have a lot of things to learn to be able to give a good information. How does the car feel if you compare it to Ferrari? It's very easy to drive and yeah, really easy. Peut-être un peu présomptueux, mais comment lui en vouloir? Au final, c'est la logique des choses. T'as le deuxième meilleur pilote de l'année qui débarque dans l'écurie champion du monde. Tout le monde y pense. Malheureusement, le timing n'est pas excellent car la B196 n'est pas aussi bonne que sa devancière et ne peut lutter face au Williams Renault supérieur. À Melbourne, c'est décevant et il s'accroche avec Irvine, mais au Brésil et en Argentine, il retrouve sa forme avec 2 podiums. Celui d'Interlagos sous la pluie était encore une masterclass. Rapidement, il comprend qu'il ne pourra pas lutter pour la couronne mondiale, tant Hill et Villeneuve sont au-dessus. Mais à l'image de 95, il fait partie des tout meilleurs et vise une 2e victoire. À Monaco, sous la pluie, il fait de nouveau partie des hommes en forme, et il en trouva un succès en principauté lorsque Damon Hill abandonne. Il ne serait pas démérité, bien au contraire, mais encore une fois, quelque chose casse. Affaissement de la suspension et il regagne les stands dévastés. Une nouvelle fois. Non, cette 2e victoire n'arrive toujours pas, et pourtant, Alesi fait preuve d'une régularité impressionnante. Il est toujours sur le podium. Il enchaîne, mais ne peut aller plus loin avec sa Benetton. Les Williams sont simplement imprenables. D'ailleurs, en France, il accompagne Hill et Villeneuve sur la boîte, son seul podium à domicile. Et à Monza, son 2e Grand Prix national pourrait-on dire, il joue de nouveau la victoire. Qualifié 6e, il prend la 2e place au départ et les commande après le retrait de Hill. Chassé par Schumacher, l'Allemand a le dernier mot en faisant l'overcut sur le Français. Alesi était à nouveau tout proche, mais il échoue à la 2e position. Mais sur le podium, la foule le console un peu. En 96, Jean Alesi a été impressionnant de régularité, bien qu'il ne soit pas parvenu à s'imposer. Tout le monde l'a remarqué et il termine 4e du championnat, son meilleur résultat, avec plus du double de points sur Berger. Il est à son prime, mais il est un petit peu déçu car il espérait de meilleurs résultats. En 97, il est toujours chez Benetton, mais la saison commence par une mésaventure gênante qui va porter préjudice à Alesi. Lorsqu'à la mi-course, il poursuit malgré les appels au stand de son muret. Mais sa radio ne fonctionne pas, et Jean ne voit pas non plus le panotage. Alors, il tombe en panne d'essence. Un abandon gênant, et sur Canal, on ne manque pas cette occasion pour taper sur l'Avignonnais. Depuis 96, Jean Alesi a sa marionnette dans les guignols de l'info, et celle-ci va causer beaucoup de tort aux Français. Beaucoup trop de gens prendront la dérision pour vérité, et la réputation d'Alesi sera fortement entachée. Alors, c'est sûr, il commet quelques boulettes. Seulement en 96, il s'est accroché 3 fois avec des adversaires, car trop optimiste dans ses manœuvres. Mais de là à omettre le reste, ça fait un peu beaucoup. Et si la saison 97 ne débute pas de la meilleure des manières, c'est une saison à l'image des 2 précédentes. Jean est toujours là, toujours présent derrière les favoris. Oui, parce qu'encore une fois, regardez les écarts en qualif. La Benetton était loin de la Williams, puis en 97, Ferrari et McLaren Mercedes s'invitaient dans la lutte au podium. Cette saison est donc un peu moins régulière, mais après des débuts compliqués, il retrouve les podiums. 3e en Espagne en compagnie de Villeneuve et Panis, 2e au Canada et 2e à Silverstone. Puis,
vient l'Allemagne qui est un remake de 1994. Constamment dominé par Jean Alesi, le vieux Berger retrouve sa vitesse à Hockenheim. Il prend la pole position et mène tous les tours du Grand Prix pour s'imposer. La première et seule victoire de Benetton après le passage de Schumacher. Mais en Italie, il a une dernière chance de triompher. Déjà, il prend sa deuxième et dernière pole position en carrière. Également, à ce jour, la dernière d'un pilote français. Il mène le Grand Prix le lendemain, mais Coulthard est très pressant, et ça se joue à la consommation. Le moteur Renault est plus gourmand que le Mercedes, et lors de leur dernier passage au stand, simultané, McLaren perd moins de temps et l'Écossais ressort devant le Français. Il ne gagnera jamais le Grand Prix d'Italie et échoue une nouvelle fois à la deuxième position. Let's say I'm really happy to be on the podium because Monza it's very special for me. Obviously, starting from the pole position, I was looking for the win. The car worked very well, but David was just on the front of me at the pit stop, and obviously I was not able to be quicker than him and obviously to overtake him. Au final, bien que Berger ait remporté l'Allemagne, Jean termine tout de même devant son équipier. 5e du championnat, 4e sur tapis vert après la disqualification de Schumacher. En 2 ans chez Benetton, Alesi a fait du bon travail, mais il y a de la déception. En les rejoignant, on espérait mieux, que ce soit lui, l'écurie ou le public. La perte de vitesse d'Enston n'a pas aidé et progressivement, la hype autour de Jean Alesi s'est estompée. Surtout que les critiques sont légion dans l'Hexagone et pour la grande majorité d'entre elles, totalement injustifiées. Comparons avec son équipier Berger. En 5 saisons, Alesi a eu l'avantage pour la grande majorité. Alors certes, Gerhardt a 2 victoires, Alesi 1. Mais le Français était plus souvent en position de s'imposer. Puis, vu qu'on l'accuse de toujours sortir dans le bac, regardons les abandons. Nombre d'abandons d'Alesi entre 93 et 97, 23 chez Ferrari, 8 chez Benetton. Donc 31, dont 22 qui ne sont pas de son fait. Et s'ils sont nettement moins importants chez Benetton que chez Ferrari, c'est en raison de la fiabilité du moteur Renault. Quant à Berger, 25 chez Ferrari, 2 de plus, 9 chez Benetton, 1 de plus, sachant qu'il a manqué une partie de la saison 97. 34 abandons, dont 24 qui ne sont pas de son fait. Il faut croire que les chiffres d'Alesi ne sont pas à la hauteur de sa réputation. D'ailleurs, en 97, l'année où il est le plus critiqué, c'est lui qui boucle le plus de tours sur l'ensemble de la saison. Donc sa réputation de « il tape trop dans la mécanique donc elle casse », ça dépend de la mécanique en fait. Le Alesi bashing est dur, oui, il y a des boulettes gênantes même. Mais je vous invite franchement, si ce n'est de regarder les Grands Prix, de regarder les résumés des saisons 95 à 97. Vous serez surpris. Parce que vraiment, elle n'est pas justifiée. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il vaut un Schumacher ou un Senna, non. Mais il faisait partie des meilleurs pilotes de la grille, incontestablement. Mais bon, fin 97, son prime s'arrête. Et c'est vrai qu'à partir de 98, ça va être plus compliqué. Durant la saison 97, les relations entre Alesi et Briatore se sont détériorées. Peu à peu, l'Italien fait part de sa volonté de renouveler son line-up et son éviction de Benetton n'a rien changé. Alors, Jean s'est mis à regarder ailleurs et s'est approché de Sauber où les liens avec Ferrari sont assez grands. Et il ne le cache pas, il rêve de revenir en rouge, même aux côtés de Schumacher. Sauf que Jean Todt, lui, n'y songe pas. Alesi était parti pour rejoindre Jordan, mais Eddy s'est retrouvé coincé par Mugen Honda. Ça aurait été de belles retrouvailles, surtout quand on connaît les saisons de 98 et 99 de Jordan, mais finalement, ça ne l'a pas fait. Alors, Jean a écouté son ami Berger qui lui a conseillé de voir avec Peter Sauber. Au lendemain du Grand Prix d'Italie, Jean a visité l'usine d'Hinwil et il a adoré. Le Suisse et le Français se sont de suite très bien entendus et ont signé un contrat de 2 ans avec un bon salaire. Mais en 98, la F1 change, une révolution avec des monoplaces radicalement différentes. Plus petites, moins d'aéro et des pneus rainurés et avec elles, le style de pilotage évolue drastiquement. La sensation sur les freinages et dans les virages est bien différente et en perturbe plusieurs. De manière générale, les pilotes qui n'ont pas fait de kart ont du mal. Villeneuve et Hill sont peut-être les 2 pilotes les plus affectés. Jean fait partie de ceux qui n'aiment pas ce style, mais il va parvenir à s'adapter un minimum. Mais avec Sauber, Jean évolue désormais en milieu de grille, loin de ses standards. Un retour dans le paquet qui fait bizarre, mais il parvient à se montrer quelquefois.
La Sauber est décevante, mais Jean accroche ses premiers points en Argentine avec la 5e place. Sa mi-saison est un petit peu délicate avec des ennuis mécaniques et en étant pris dans le carambolage du premier tour au Canada, mais en Autriche, il réalise un premier exploit. Grâce à la pluie, il rappelle tout son talent et se hisse en première ligne. Bon, le lendemain, il fait beau et Alesi perd du terrain, logique. Cela dit, il joue les points, mais lorsqu'il croise Fisichella au 22e tour, les deux pilotes ne s'entendent pas et c'est l'abandon. Dommage. Peu à peu, Jean se frustre chez Sauber. Cette lutte dans l'anonymat du paquet est difficile pour celui qui jouait les victoires, mais au moins, il domine Herbert et a les faveurs de Peter. Et en Belgique, il réalise un nouvel exploit. Qualifié 10e, il réalise un excellent début de course. Il se défait des Williams et navigue derrière les Jordan qui occupent les 2 premières places. Et Jean, il fait peur à son ancien employeur. Il ne lâche pas les jeunes qui sont obligés de passer des consignes pour tenir la tête. Alesi n'avait pas rendu les armes et croyait à la victoire, mais c'était trop juste. Encore une fois, sous la pluie, il a prouvé sa valeur et obtient son 32e podium en carrière. 5e en Italie, il achève sa saison 98 à la 11e place du classement pilote avec 9 points. Ça fait bizarre, mais Herbert n'en a pris qu'un. Mais en 99, les tensions montent en interne. Sauber plafonne et Jean Alesi ne peut se mettre en valeur. Sa C18 n'est pas compétitive et de surcroît, elle n'est pas fiable. C'est un calvaire total et il n'inscrit que 2 points, 6e à Imola et à Suzuka. Mais nouveau miracle en France où sous la pluie, il se hisse de nouveau en première ligne. Mais le lendemain, alors qu'il joue le podium ou à minima le top 5, il se fait piéger et part à la faute. Erreur rare pour Alesi dans ces conditions. Très vite, il est apparu que la collaboration avec Sauber n'irait pas plus loin, et Jean s'est laissé séduire par son ancien équipier et ami, Alain Prost. Alors, il signe un contrat pour les saisons 2000 et 2001, qui l'accompagne encore une fois de beaucoup d'espoir. Vous avez confié à Jean-Louis qui était avec vous, que vous avez ressenti véritablement le trac du débutant. Expliquez-nous ça, après 10 ans de F1. Ben justement, j'ai là aussi une motivation énorme pour ce nouveau challenge. J'ai eu l'équipe française, le moteur français. Donc mon ami Alain Prost qui est le directeur de cette écurie, tout le monde qui est derrière moi. J'ai absolument pas l'intention de laisser passer cette chance et c'est pour ça que j'ai le trac. Et que ça va être difficile. En réalité, Prost Grand Prix est un bourbier sans nom. Un cauchemar pour le quadruple champion du monde. Je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée car c'est trop complexe pour en parler là. Mais en 3 mots, c'est la merde. Dès le début de la saison 2000, les Bleus apprennent que Peugeot se retirera à la fin de la saison. Et donc Alain Prost doit trouver un nouveau motoriste alors que les finances sont justes. Et surtout, Jean Alesi et Nick Heidfeld découvrent une AP03 complètement naze. La pire voiture de la carrière de l'Avignonnais. Bon, elle est très belle, mais on s'en fout. Durant toute la saison, Jean s'en mord les doigts. C'est un vrai cauchemar et les abandons s'enchaînent. Seul coup d'éclat, Monaco, où entre les rails, il fait parler son talent en prenant la 7ème place en qualif. Proche des points, mais un problème mécanique le force à renoncer. Puis, il y a des moments moins glorieux, comme en Autriche, où il s'accroche avec son équipier, ce qui alimente les tensions en interne. Puis, en Allemagne, il s'accroche avec Diniz qui a bougé au moment du freinage. Un accident spectaculaire à 280 km/h, mais Jean s'en sort indemne. Mais surtout, en 2000, c'est un 0 pointé pour Prost Grand Prix et Jean Alesi. Un fiasco franco-français qui alimente les critiques et entache encore davantage l'image du pilote français. Les années Ferrari et Benetton sont loin, à se demander si c'est le même pilote, mais en 2001, ça ira mieux. Du moins, sportivement. On est une des seules équipes à avoir fait une distance de Grand Prix correcte, c'est-à-dire un stop. Une fois avec un type de pneu, une autre fois avec un autre. On n'a rencontré aucun problème. C'est tellement beau que c'est difficile d'y croire. Beaucoup de changements chez Prost qui vont faire du bien aux Bleus. Alan Jenkins a été remercié et les moteurs Peugeot ont été remplacés par des moteurs Ferrari. Valeur sûre, mais ils sont très onéreux, ce qui met encore plus en péril l'écurie. Puis, Michelin débarque et dès les essais hivernaux, Alesi retrouve le sourire.
la P04 est une bonne voiture, ou plutôt une voiture saine. En 2001, Jean est désormais le doyen du paddock à 36 ans, mais la passion est toujours là. Si la voiture manque de performance pour jouer les points, elle est fiable et l'Avignonnais boucle quasiment tous les grands prix. Mais surtout, à Monaco, Alesi retrouve les points. Remontant jusqu'à la 5e place, il suspecte une crevaison en fin d'épreuve et passe au stand. Il ressort 6e et inscrit donc son premier point avec Prost Grand Prix. Un immense soulagement pour l'écurie française et son pilote est accueilli en héros. Puis l'idylle se poursuit au Canada, où Jean fait encore mieux avec une 5e position. Euphorique, encore sur le circuit Gilles Villeneuve, il célèbre ce beau résultat comme il se doit. Mais brutalement, la situation se dégrade. En réalité, l'avenir de Prost Grand Prix est plus que jamais menacé. C'est donc très tendu en interne, et de petites choses vont conduire à l'explosion. De mauvais choix techniques introduits à Manicourt, suivis d'une déclaration cinglante dans la presse de la part d'Alesi, ne voulant pas être jugé comme responsable du fiasco à domicile. Puis ça va très vite, et au soir de Silverstone, les tensions atteignent un point de non-retour. Rien ne va plus chez Prost, et les deux amis se boudent mutuellement. Chacun repousse la faute sur l'autre, et au final, Jean prend la décision de partir. En Allemagne, il dispute donc son dernier Grand Prix avec les Bleus, et leur offre un tout dernier point. En fait, aujourd'hui, Alain et Jean se sont réconciliés, et cette affaire n'est qu'un mauvais souvenir, mais un souvenir flou. Une dispute et une séparation qui émanent de la pression en interne, d'un désespoir de voir leur écurie disparaître. Au soir du Grand Prix d'Allemagne, Jean Alesi est donc sans volant. Peut-être a-t-il livré la dernière course de sa carrière, mais quelques jours après, il reçoit un appel d'Eddie Jordan. La situation est similaire avec Frentzen, et donc les deux pilotes se retrouvent à échanger leurs places. Alesi signe un contrat allant jusqu'à la saison 2002 et reprend du service dès la Hongrie. Et à Spa, il résiste brillamment à Ralf Schumacher pour prendre la 6e position. Son premier et unique point avec Jordan, celui qui l'a conduit à la F1 12 ans plus tôt. Car oui, il a beau avoir signé un contrat couvrant la saison 2002, Eddie n'a pas trop le choix. Jordan est en déclin et il doit sauver la situation et ça demande quelques sacrifices. Le motoriste Honda veut placer un pilote japonais et Jordan a recruté Fisichella. Moi je suis pas frustré de la Formule 1, j'ai fait 200 Grands Prix. On est 4 ou 5 à l'avoir fait, donc à la limite. Ce qui me dérange, c'est parce que c'est ce que j'aime. Quand tu aimes quelque chose, tu n'aimes jamais le laisser. Et tu es obligé de le laisser. Donc c'est Alesi qui est sur la sellette. L'Avignonnais ne veut pas quitter le paddock, il veut poursuivre, mais peu à peu, il comprend que son avenir est menacé. À contre-cœur, il se résigne et vit ses derniers Grands Prix. À Indianapolis, il bat d'ailleurs le record d'Alain Prost avec son 200e départ. Et à Suzuka, celui qui a fait vibrer le public pendant tant d'années prend part à son 201e et dernier Grand Prix, faisant de lui, encore aujourd'hui, le pilote français avec le plus de départs. Un pot est même organisé, réunissant son entourage, mais aussi les autres personnes importantes de sa carrière et quelques amis du paddock. Peter Sauber, Flavio Briatore, Jean Todt, mais aussi Michael Schumacher, Olivier Panis, Rubens Barrichello et j'en passe. Difficile de ne pas s'entendre avec Jean Alesi. Ses témoignages en sont la preuve. Un pilote passionné, spectaculaire et fair-play. En ce 14 octobre 2001, Jean Alesi vit sa dernière course, mais celle-ci tourne court. Alors 10e, chassant Kimi Räikkönen, il ne peut éviter le Finlandais, victime d'une rupture de suspension. Il finit dans le mur. Indemne, il regagne les stands à pied, saluant le public qui le remercie. Des adieux émouvants, car c'est un personnage et un très bon pilote qui s'en va. Jean continuera de piloter après la Formule 1. À l'image de Mika Hakkinen, retraité à l'issue du Grand Prix du Japon également, il se dirige en DTM chez Mercedes dans le team HWA. En soi, s'il n'est pas des plus à son aise, il réalise des prestations honorables. En 2002 et 2003, il termine 5e du championnat avec 2 victoires à chaque fois. 3 fois à Donington et 1 fois à Hockenheim. Puis ça se complique un peu à partir de 2004, mais il fait toujours partie des outsiders, prenant une 5e et dernière victoire à Hockenheim.
Mais en rejoignant Mercedes en DTM, Alesi s'est approché de McLaren et en 2002, il a repris du service pour quelques jours de test. Alors, il était un temps envisagé qu'il devienne pilote-essayeur officiel, mais finalement, les deux parties en resteront là. Par la suite, après le DTM qu'il quitte après la saison 2006, Alesi rejoint le nouveau championnat de Speed Car Series. Retrouvant d'anciens noms de la Formule 1 tels que Herbert, Villeneuve, Leto, Johansson. Nous offrant également une image ubuesque lors d'un départ d'une manche à Bahreïn. Après, il a dit, il partait dernier, donc s'il ne faisait pas ça, il pouvait pas gagner. En tout cas, ils ont bien dû rigoler. Enfin, en 2010, il retrouve Ferrari en GT2. En compagnie de Fisichella et Villander, il dispute la saison du Le Mans Series et termine même vice-champion. Et puis, ça lui permet de retrouver les 24 heures du Mans. Retrouver, ouais, puisqu'en 1989, il avait pris part à la course. Au volant d'une Porsche 962C du Team Schupan en compagnie de Will Hoy et de Dominique Dobson. Et celui qui n'était qu'un pilote de F3000 s'est plutôt bien débrouillé, mais a dû renoncer après 5 heures suite à un incendie. 21 ans plus tard, Jean retrouve la Sarthe en GT2. La course se passe bien et le trio termine 4ème de sa catégorie. La dernière apparition de Jean Alesi en tant que pilote professionnel a eu lieu en 2012 lorsqu'il tente sa chance à l'Indy 500 pour le compte de Lotus. Il passe le Rookie Orientation Programme, qui consiste en gros tout simplement à passer son permis pour les super speedway en évoluant en différents paliers de vitesse. Jean valide sa participation, mais c'est un désastre. Sa Lotus manque cruellement de vitesse de pointe, au point que les deux pilotes sont disqualifiés après 11 tours car trop lent. Un peu humiliant comme fin de carrière, il faut le dire. Mais au final, ça n'aura que peu d'incidence. Mais rapidement, la voiture était très bien balancée, donc j'ai mis à fond et puis j'ai essayé de suivre. Je voulais partir tout le monde. C'était embarrassant, donc je m'attendais à une décision tôt ou tard. Toujours très présent dans les paddocks, il s'occupe ensuite de la carrière de son fils Giuliano, l'un de ses 3 enfants. Ce dernier grimpera les échelons, prendra 4 victoires en GP3 avant d'atteindre la F2. Mais il plafonnera et s'exilera au Japon, pays de sa mère Kumiko, que Jean a rencontré quelques jours avant le Grand Prix du Japon 94. Là-bas, le fils Alesi se refait une santé entre la Super Formula Light, le Super GT et tout simplement la Super Formula, où il remporte d'ailleurs une épreuve en 2021. Pour revenir à Jean Alesi, il renfile à plusieurs occasions le casque pour différentes prestations au volant d'anciennes voitures. Récemment, il a retrouvé sa 412 T2 de 95 à Monza, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et croyez bien qu'il n'a pas perdu son sens de l'attaque, en témoigne sa chevauchée fantastique lors du Grand Prix historique de Monaco en 2021, au volant de la 312B de Niki Lauda. Des images folles qui rendent hommage à son style de pilotage généreux. Et alors qu'il se dirigeait une nouvelle fois vers une victoire en principauté, il est accroché par Marco Werner. Terrible. Mais encore une fois, il a fait vibrer le public. Désormais président du circuit Paul Ricard, on lui doit le succès populaire du Grand Prix historique dont l'affluence était absolument dingue en 2025. Souvent présent dans les paddocks de Grand Prix, le public ne l'a pas oublié. Et si en France, il est toujours sévèrement critiqué, il faut croire que c'est bien isolé. Dans les autres pays, en Italie ou en Angleterre par exemple, le nom Alesi n'inspire pas la moquerie, non, mais le respect. Le respect envers un pilote charismatique qui transpire la passion pour un sport et un amour inconditionnel envers Ferrari. Un style de pilotage si spectaculaire et une malchance touchante où le public partageait à de trop nombreuses reprises sa déception. Une carrière longue et riche. Car s'il n'était pas de la trempe d'un Schumacher, Alesi faisait bel et bien partie des meilleurs derrière le volant. Et c'est ce qui a marqué toute une génération. C'était l'histoire de Jean Alesi. On arrive au bout de cette vidéo, de ce documentaire sur Jean Alesi, j'espère qu'il vous a plu. Il y a des liens en description et pas n'importe quel lien, notamment des liens de Mezzarino à Contretemps, qui a l'air de plutôt bien fonctionner, vu qu'on a dû refaire des tirages. Donc ça c'est encourageant, ça peut peut-être en encourager certains à se le procurer. Bref, sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne, donc merci beaucoup. Attention toujours au décalage de date, mais bon, à force... vous savez. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.